pouvons donc démarrer notre troisième conférence qui s'inscrit dans un cycle de 12 conférences, vous le savez, qui présentent ou qui abordent les solutions pratiques pour développer les compétences de vos collaborateurs. Alors quand on dit développer les compétences de vos collaborateurs, c'est bien entendu en embarquant le développement de la compétitivité de votre entreprise. Alors cette troisième conférence présentait un titre qui a pu intriguer, puisqu'elle s'intitulait « La formation, ce n'est peut-être pas ce que vous croyez ». Alors ça renvoie sans doute à ce que vous savez, ce que vous ne savez pas ou ce que vous ne savez pas encore, puisque ce sont des dispositions, des dispositifs qui évoluent. Et notamment, il y a une réforme de la formation qui est embarquée, nous le savons bien, mais notamment depuis la réforme de la formation, la loi de mars 2014, il y a déjà eu une évolution de ce que peut être une action de formation. Alors pour traiter de ce sujet, je suis ravi à nouveau d'accueillir à nos côtés Jean-Pierre Willems, notre partenaire sur la construction et l'exposition de ces différentes conférences. Comme à l'accoutumée, nous proposons donc une trentaine de minutes de présentation de Jean-Pierre qui a construit son intervention. Au bout de ces 30 minutes, on s'accordera 10-15 minutes de questions, de réponses, si tant est qu'on puisse le faire en direct. Et d'ailleurs, en direct, vous pouvez vous-même poser vos questions à Stéphanie, qui est aux commandes via chat. Elle pourra y répondre dans l'immédiat ou, en tous les cas, nous apporter l'ensemble de vos questions à l'issue de l'intervention de Jean-Pierre. Je ne vais pas dévoiler le sujet, Jean-Pierre. J'ai peut-être d'ailleurs introduit une partie de ce qui fait que la formation ou l'action de formation évolue et n'est plus tout à fait celle qui nous a organisé pendant plus de 4 décennies. Merci Bernard, bonjour à tout le monde. Alors oui, effectivement, le thème aujourd'hui, c'est la formation, ce n'est peut-être pas ce que vous croyez, sans trop supposer sur vos représentations. Ce troisième webinaire vient après le premier qui traitait de la compétence des salariés, pour quelle performance, quel enjeu sur les compétences, et puis le second qui traitait de comment on suscite le désir de formation. Et le 2 juillet, nous ferons une synthèse de ce premier cycle, de cette première partie de 4 conférences, avec toutes les solutions pratiques pour mettre en place dans les meilleures conditions des actions pour professionnaliser les salariés, pour développer leurs compétences en vue d'une meilleure performance économique, mais aussi sociale. Alors les représentations sur la formation, nous vivons, alors Bernard était gentil en disant 4 décennies, moi je dirais peut-être 4 siècles, avec une représentation qui est la formation théâtrale. La formation théâtrale, c'est l'unité de temps, de lieu, d'action. On se réunit en un même lieu avec un formateur pour un même apprentissage dans un même temps. C'est le renvoi à la formation classique telle qu'elle se déroule en formation initiale. C'est la salle de cours, c'est le professeur, c'est le maître, c'est l'expert, c'est l'enseignant. Et donc il y a un sachant qui vient expliquer à des gens qui ne savent pas comment il faut s'y prendre pour réaliser telle ou telle activité. Ce format-là, souvent très magistral, très didactique, qui est très descendant aussi. Les apprenants sont un petit peu passifs. C'est le formateur qui est au centre de l'action. Ce format-là est en train d'évoluer, pour ne pas dire d'exploser, avec à la fois des pédagogies qui ne sont pas toutes nouvelles, mais qui se développent peut-être davantage aujourd'hui qu'hier, et qui se développent peut-être aussi davantage aujourd'hui qu'hier, parce que les outils, la palette des outils qui sont à notre disposition a elle-même largement explosé. Nous allons y revenir. Alors, la formation traditionnelle a des tas de vertus. On a quand même formé des générations entières avec ces méthodes, mais elle a quand même un défaut, c'est la faible implication des apprenants. Or, on sait bien que si l'apprenant n'est pas impliqué, le taux de perte sur la formation est énorme. Le CEREC avait fait, il y a quelques années, une étude qui disait que une semaine après le suivi d'une formation, 50% des acquis étaient déjà oubliés, perdus. Et donc, cette déperdition, alors perte de temps, perte d'argent, perte d'efficacité, la condition pour optimiser les apprentissages, c'est bien évidemment l'implication dans le processus d'apprentissage des apprenants et qu'il ne soit pas que
en réception, mais qu'ils puissent aussi faire participer, certes, mais aussi faire pour pouvoir incorporer les connaissances et surtout transformer des connaissances en compétences, c'est-à-dire passer de « je sais comment faire » à « je le fais effectivement ». Alors ces pédagogies plus actives se sont développées et elles ont dû se développer malgré tout avec, Bernard y faisait référence, un cadre législatif qui a pu être considéré comme un petit peu contraignant parce que c'est vrai que pendant longtemps, de 1971 jusqu'en 1986, formation égale stage. Donc stage, c'était du présentiel, c'était le format que j'ai décrit de la formation théâtrale. Ensuite est intervenue la notion d'action de formation, où on a pu avoir des formations non présentielles, mais encore de manière un petit peu minime. Et puis, on a eu plusieurs évolutions, dont la dernière en 2014, qui a essayé de favoriser la formation notamment à distance, les parcours de formation associant des activités diverses, et nous allons franchir une nouvelle étape avec la réforme qui est en cours, de deux manières. D'abord parce que nous allons revenir à une définition de l'action de formation extrêmement simplifiée, ce qui permettra d'inclure à l'intérieur des activités très diversifiées. La définition de l'action de formation qui est actuellement inscrite dans le projet de loi, ce sont des objectifs professionnels et un dispositif pédagogique pour les acquérir. Donc, exit le programme avec le contenu préétabli et peut-être même le formateur central avec des ressources mises à disposition des individus, des activités qu'on leur demande d'exercer, évidemment un suivi de tout ceci, sinon il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas un suivi et un encadrement, mais des modalités beaucoup plus diversifiées. Et puis, à côté des actions de formation, ce qui rentre dans ce chapeau formation, dans lequel d'ailleurs, c'était le deuxième point que je ne voudrais pas oublier, il y aura une incitation très forte dans le projet de loi et nous y reviendrons sans doute dans un prochain webinaire, à développer les formations en situation de travail. Alors là, on a un changement qui est extrêmement important, puisqu'il y a une vingtaine d'années, on nous expliquait que si on faisait de la formation sur le poste de travail, ce n'était pas de la vraie formation. Et aujourd'hui, on nous explique que la situation de travail est un parfait outil pédagogique pour justement favoriser l'apprentissage et de connaissances et de compétences par une mise en œuvre immédiate, ce qui favorise une meilleure appropriation de l'enseignement par l'apprenant. Et donc, à côté des actions de formation, dont la définition s'élargit de manière continue, on a aussi des actions de développement de compétences. Et dans ce domaine, il faut le reconnaître, le secteur de l'imprimerie et des industries graphiques a été pionnier, puisqu'il a devancé la loi. Nous aurons une loi en 2018 qui va nous dire qu'il faut élargir la définition. Et le secteur, par un accord du 30 octobre 2015, avait déjà décidé de consacrer des moyens conventionnels, pas simplement à des actions de formation, mais aussi à des actions de développement de compétences, c'est-à-dire des actions qui ne prennent pas nécessairement la forme d'une formation au sens organisation de l'activité, mais qui poursuit le même objectif, faire acquérir des compétences, apporter des compétences, permettre le développement des compétences. Alors ce qui permettait de rentrer, ce qui permet toujours d'ailleurs, de faire financer des actions, même quand elles ne sont pas exactement dans le format d'une action de formation. Donc cette innovation que le secteur a portée, eh bien la loi va la généraliser avant la fin de l'année. Alors justement, la réforme va permettre de faire entrer dans le champ de la formation, de manière tout à fait officielle, toute une diversité d'activités qui aujourd'hui se situent aux frontières ou aux lisières de la formation avec des hésitations pour savoir si ça rentre bien dedans ou pas, et où là on aura beaucoup moins d'hésitations à partir du moment où il y a un dispositif organisé, maîtrisé et un objectif d'acquisition de compétences, on pourra mettre l'étiquette formation avec tous les avantages que cela représente par rapport aux obligations sociales, par rapport aux possibilités de financement, par rapport à la maîtrise de la qualité de ce que l'on fait. Alors de quoi s'agit-il ? On pourra notamment faire des formations sous la forme d'analyse de pratique, sous la forme d'échanges, sous la forme de clubs professionnels, sous la forme de coaching, d'accompagnement, de tutorat, de monitorat, de supervision, c'est-à-dire toutes les formes qui ne prennent pas forcément pour point de départ une connaissance qu'il s'agirait d'apporter, mais plutôt les pratiques, ce que font les gens
pour voir de quelle manière on peut l'améliorer et le développer. Ce qui est un point de départ qui permet d'ailleurs une meilleure appréhension pour les apprenants, qui est beaucoup plus concrètement articulé à leur activité et qui permet de trouver une articulation beaucoup plus directe. Avec des méthodes de ce type-là, on devrait éviter d'avoir 50% de déperdition en l'espace de quelques jours à l'issue de la formation. On a aussi des méthodes comme les Learning Expeditions qui permettent d'aller voir de l'innovation dans les endroits où elle se déroule, ou qui permettent tout simplement, je vais prendre un exemple dans le secteur du BTP, quand on forme les gens en matière d'éclairage, eh bien parfois le contenu de la formation c'est le faire le tour d'une ville ou d'un bâtiment ou d'un équipement ou d'un chantier pour voir comment on a solutionné des problèmes de positionnement, de puissance, etc. On aurait la même chose avec du chauffage par exemple pour savoir où et comment installer dans les meilleures conditions d'optimisation tous les instruments qui vont permettre de chauffer un local ou un bâtiment. Alors vous voyez, ceci on peut le faire in situ, on peut aller le voir concrètement, on peut voir des réalisations, on peut le modéliser sur des outils de conception, mais qui peuvent aussi servir à la formation à distance, sur des logiciels. Donc la diversité de ce qui est à notre disposition ne fait que s'étendre. Alors il y a peut-être ici un réflexe à avoir, c'est de ne pas assimiler trop rapidement, ou de ne pas confondre se former et aller en formation. Aller en formation est une manière de se former. Alors d'une part, aller en formation supposerait qu'on s'extériorise de l'entreprise ou de sa situation de travail, alors que nous venons de voir que c'est la formation qui peut venir à nous et se réaliser au plus près des activités, mais aussi parce que il n'y a pas que la formation, il y a peut-être d'autres méthodes et d'autres manières de développer les compétences. Et donc attention à ne pas raisonner trop rapidement en quels sont les besoins de formation de mes salariés. Les salariés n'ont pas forcément besoin de formation, ils ont d'abord besoin de compétences. Et ensuite, la bonne question, ce serait, est-ce que c'est la formation qui est le moyen le plus adapté, le mieux adapté pour acquérir ces compétences-là, ou est-ce qu'il faut passer par d'autres chemins? Et si c'est la formation, quelle est la forme d'organisation, le format, la modalité qui correspond le mieux à la manière que les salariés ont d'apprendre et de se développer, puisque par l'activité même, bien sûr, on apprend continuellement. On peut notamment envisager de faire des formations en interne. Alors des formations en interne, en se faisant soit accompagné par une expertise extérieure, soit d'ailleurs pour produire la formation, soit pour la concevoir et la mettre en place, soit en utilisant toutes les ressources dont on dispose dans l'entreprise, et ça pourrait être un premier travail qui consisterait à dire qui est capable de former sur quoi dans l'entreprise, quelles sont les ressources dont nous disposons, quels sont les champs d'expertise de chacun, quel est aussi l'appétit de chacun pour pouvoir éventuellement former ses collègues. Est-ce qu'on souhaite d'ailleurs développer une culture de la transmission, de l'échange et du partage? Est-ce qu'on n'est pas dans des organisations où finalement les gens se sentent en compétition les uns avec les autres et considèrent que la compétence, ça se garde précieusement parce que c'est leur atout à eux dans l'entreprise? Est-ce qu'on a bien une dimension collective de la compétence et donc du partage? Est-ce qu'on a créé une culture de l'organisation apprenante ou de l'entreprise qui permet aux gens de se développer, de partager ce qu'ils acquièrent tous les jours dans le cadre de leur activité? Et puis on pourrait se poser cette question également, surtout dans un secteur où la notion d'équipement, d'investissement est très importante. C'est est-ce qu'il faut que j'aille dans un organisme de formation qui a besoin d'investir beaucoup pour avoir du matériel, etc. et donc avec des formations un petit peu onéreuses, ou est-ce que je ne peux pas être support moi-même de formation avec les matériels qui sont les miens, ce qui permet d'ailleurs une meilleure adaptabilité sur l'application la plus directe. Et là, vous voyez, on pourrait imaginer plusieurs niveaux. C'est si j'ai un matériel, qu'est-ce qui me garantit que j'utilise toutes les possibilités de ce matériel-là et que je vais au bout? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Demander à celui qui l'a fabriqué de me donner l'expertise nécessaire, avoir un formateur qui a pu travailler sur différentes machines et qui saura optimiser celle-là aussi, utiliser les compétences de gens qui ont bricolé, qui ont cherché et qui par la pratique sont arrivés à identifier des usages possibles qui parfois peut-être ont échappé aux fabricants, c'est pas totalement exclu. Est-ce qu'il faut aller voir des outils de partage
avec des gens qui sont passionnés des outils pour voir ce qu'ils peuvent apporter. Donc on peut avoir plusieurs réponses, mais c'est très important du point de vue des salariés, car ils ne se retrouveront pas exactement de la même manière suivant la modalité que l'on choisit, sachant que ces modalités-là ne sont évidemment pas exclusives les unes des autres. Et puis, bien évidemment, vos activités, vos métiers, votre secteur est percuté par la digitalisation depuis déjà plusieurs années. Il en est de même pour la formation, et la digitalisation en formation bouleverse les modalités d'apprentissage, transforme la manière même de concevoir la formation, et c'est un mouvement qui ne va sans doute faire que s'accélérer. Tout d'abord, parce que la pédagogie traditionnelle, on est dans une classe, on écoute en essayant de lutter contre l'ennui, et puis ensuite on est contrôlé sur les connaissances, donc je transfère une information qui est retraitée plus ou moins bien, puis ensuite on vérifie si les gens ont compris, pas compris, etc. Cette pédagogie finalement un peu sommaire, les outils notamment d'auto-apprentissage permettent d'inverser complètement la pédagogie en disant je commence par utiliser les ressources qui sont à ma disposition, je fais le chemin tout seul, c'est beaucoup plus impliquant. Je vais prendre un exemple non professionnel. On rencontre tous des gens qui vous disent mon fils, ma fille est en train de préparer le bac, mais je ne sais pas comment l'aider, de toute façon les maths j'y comprends rien, ou telle matière j'y comprends rien, donc je ne peux pas l'aider, j'aimerais bien. Eh bien il y a une manière très simple d'aider ces enfants sur des manières que l'on ne connaît pas, c'est de leur demander de nous enseigner. C'est de leur demander de nous expliquer ce qu'eux-mêmes ont à comprendre. Alors ça va les obliger à travailler, évidemment. Mais c'est peut-être un petit peu aussi l'objectif, parce que pour pouvoir expliquer à quelqu'un, il faut faire l'effort d'aller chercher la ressource, de comprendre et ne pas attendre qu'elle nous soit livrée. Et cette pédagogie impliquante, qui commence par la phase d'auto-formation, qui ensuite se poursuit par de l'entraînement ou par du partage, parce qu'on peut avoir des dimensions collectives. Qu'est-ce que tu as compris? Pourquoi tu as compris? Et là, tout le rôle, d'ailleurs, si je poursuis mon analogie des parents, ça va être le questionnement. Quand on ne connaît pas une matière, eh bien, on peut au moins poser des questions, et ce sont les questions qui amènent ensuite à l'apprentissage. Et on peut vérifier à la fin ce qui a été maîtrisé, compris, et de quelle manière. Alors la pédagogie inversée est une pédagogie qui ne part pas, si je le dis rapidement, de la théorie pour aller à la pratique, mais qui fait exactement l'inverse. Je vous donne des ressources, vous essayez de travailler avec, et puis ensuite on partage, et puis on regarde si on arrive à un résultat. On a avec les technologies aujourd'hui la capacité à développer de l'apprentissage adaptatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout individu, dès lors qu'il a un cursus professionnel de longue, de moyenne ou de courte durée, est atypique. Atypique parce qu'il n'y a que lui qui a eu ce parcours-là, il n'y a que lui qui a suivi ce type de cursus, puis cette expérience-là, cet endroit-là, avec sa personnalité, etc. Donc, tout le monde est atypique, et pour atteindre un même objectif, personne ne part du même point de départ. À partir de là, on n'a peut-être pas besoin exactement des mêmes ressources, des mêmes chemins pour arriver à l'objectif. Eh bien, nous avons aujourd'hui des outils qui savent vous mettre à disposition des ressources, et en fonction de vos premiers rythmes d'apprentissage, de vos résultats, on vous met à disposition des ressources différenciées qui vont être parfaitement adaptées au rythme auquel vous avez acquis les premiers éléments, et aussi aux résultats de ce que vous avez réussi à produire. Ce qui fait que chaque parcours devient lui aussi unique. L'objectif est commun, les individus sont tous différents, et on trace des chemins qui peuvent être potentiellement même différents. Vous comprenez pourquoi la notion de programme dans cette pédagogie-là n'a plus beaucoup de sens. Le programme unique, commun, que tout le monde devrait suivre pour arriver au même résultat. Et qui est la négation de ce que chacun est capable de faire aujourd'hui. On a un exemple à grande échelle de ces méthodes de pédagogie inversée, d'adaptation. C'est l'école 42 qui s'est ouverte il y a moins de 5 ans dans le 13e arrondissement à Paris, et qui est devenue, en quelques années, sur la base d'un sondage réalisé auprès de 60 000 codeurs dans le monde, la première école de référence dans ce domaine-là, la première école du codage. Alors c'est une école où il n'y a pas de prof. Il n'y a pas de prof, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de cours.
Il y a des étudiants qui sont sélectionnés parce qu'on les a lâchés dans ce qu'on appelle la piscine, c'est-à-dire un test de sélection où on leur demande de produire et où ils vont y passer un peu de temps, ça ne va pas être très facile, etc. Et ceux qui arrivent à franchir cette étape-là sont sélectionnés. Et ensuite, ils apprennent en faisant, individuellement et collectivement, par l'échange, par la pratique. Et bien évidemment, pour solutionner des questions très pratiques, on a parfois besoin de beaucoup de réflexion. Il est parfois très compliqué, et ça prend du temps, de faire simple, de résoudre des difficultés, de mettre en place des modes opératoires qui soient à la fois simples et efficaces. Ça demande un gros travail collectif, individuel aussi. Et donc cette école, par ce type de pédagogie, a réussi en très peu d'années à devenir l'école de référence dans le monde pour le codage. Alors, un exemple peut-être un tout petit peu plus terre à terre. Est-ce que vous savez faire la chantilly? Alors si vous ne savez pas et que vous souhaitez apprendre, vous pouvez prendre un chef. Bon, il faut le mobiliser, il faut trouver du temps, il faut qu'il soit disponible, et puis il faut trouver l'endroit où on va se réunir, etc. Donc il y a des conditions d'organisation, mais un chef peut vous montrer comment il fait. Il vous montre, vous reproduisez, il vous explique, vous faites. Vous pouvez faire plus simple, prendre un livre de recettes et lire la recette et essayer de la reproduire. Et si vous voulez vous faciliter un petit peu la vie, vous pouvez même prendre un livre avec des photos, ce qui vous permettra de voir les résultats intermédiaires et le résultat final. Et puis aujourd'hui, vous pourriez apprendre à faire la chantilly avec votre smartphone, alors sans touiller évidemment avec le smartphone, juste en regardant une petite vidéo qui va durer 1 minute et demie, qui va vous donner toutes les étapes et qui constitue aujourd'hui un des modes d'apprentissage les plus généralisés. Alors, que ce soit pour les bricoleurs qui ont envie de refaire leur terrasse, pour les jardiniers qui veulent faire leur jardin, pour ceux qui construisent leur maison et qui ne sont pas très férus dans tel ou tel domaine, la première ressource, la première recherche, c'est la vidéo de celui qui sait et qui va montrer, mais qui va montrer en le faisant, le pas, étape par étape, le tutoriel, etc. Et on a là un formidable partage de connaissances, d'expertise, de savoir-faire, de trucs et astuces aussi parfois qui permettent de réaliser quelque chose que quelques instants avant on était incapable même de concevoir. Ce mode d'apprentissage très rapide, très ciblé aussi, parce que je n'ai pas besoin d'aller passer forcément une journée en formation pour savoir réaliser telle ou telle opération. Je peux aller chercher précisément ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, tend à devenir le mode de formation le plus généralisé et, contrairement d'ailleurs à ce qu'on pourrait croire, c'est peut-être un peu plus naturel chez les millénials, mais les digital natives. Mais ce n'est pas qu'une affaire de génération. On voit des gens de tous âges qui vont réaliser... Mon beau-père répare des lampes anciennes avec des vidéos qu'il trouve sur Internet avec des résultats extraordinaires. Donc on a à notre disposition aujourd'hui des outils qui permettent de répondre à des besoins ponctuels, à des besoins plus génériques, avec une profusion de modalités qui garantissent l'accès à tous à la ressource. Ressource qui peut être d'ailleurs gratuite ou payante. Et peut-être d'ailleurs que sur certaines ressources, vous pensez avoir en face de vous un humain, mais en fait, l'intelligence artificielle permet, parce que quand on est confronté à un problème, pour nous c'est sans doute la première fois, mais il est assez rare qu'on soit le tout premier à se poser cette question et que d'autres y aient déjà été confrontés. Et on peut faire une mise en commun très rapidement et très facilement, et on a des tas de sujets sur lesquels on s'aperçoit que les questions que les gens se posent, à 80 ou 90%, sont les mêmes. Et donc la capitalisation d'expérience à travers des foires aux questions, à travers des bases de données de ressources, permet qu'à un moment donné, on ait, y compris que de la technique, sans besoin d'un accompagnement humain, pour acquérir certaines compétences. Alors sur un processus de formation, l'accompagnement humain est indispensable, parce que laisser les individus seuls face à la machine, ça trouve sa limite. Pour résoudre des questions ponctuelles ou des problèmes techniques ponctuels, on peut se référer finalement à ces modes d'apprentissage, mais on a aussi besoin d'avoir un accompagnement qui va un peu au-delà, puisque la formation, c'est pas que de la technique, c'est aussi de la motivation, c'est aussi de l'intérêt, c'est aussi de la reconnaissance, et on a besoin d'avoir
des processus d'accompagnement. Il faut faire attention au bon mariage entre le technologique et l'humain en formation. Et se rappeler que la technique, mais comme la formation, c'est un moyen pour arriver à une solution, pour atteindre un objectif. En aucun cas, c'est la solution elle-même. Ce sont des outils qu'on mobilise en vue d'une finalité, et évidemment, ce n'est pas l'outil qui, au final, fera la solution. Simplement, il ne faut pas se priver des capacités que l'on a aujourd'hui. Alors, si vous êtes une petite entreprise, vous dites, oui, mais tout ça, technologie, est-ce que c'est pas trop onéreux, hors de portée, bon pour des entreprises qui ont les moyens de développer des programmes très importants dans des cadres peut-être collectifs ou dans des dimensions qui ne sont pas les nôtres? Alors, tout d'abord, on a un grand avantage, parce qu'on s'aperçoit que dans les petites entreprises, le premier frein à la formation, c'est le temps. C'est la charge de travail, c'est la disponibilité, c'est la capacité à dégager du temps. Alors s'il faut dégager du temps pour aller passer une journée, 2 journées, voire plus complètes en formation, avec en plus le temps du déplacement, le bouleversement des organisations personnelles, on avait abordé ces sujets dans le deuxième webinaire sur tout ce qui peut faire frein sur la formation des salariés. La technologie permet d'apporter de la formation de manière courte, granulaire, avec des modules qui peuvent durer 15 minutes, et qui peuvent durer 20 minutes, et qui peuvent durer parfois 10 minutes, tout dépend de ce dont on a besoin, et qui peuvent venir s'insérer à l'intérieur de journées de travail sans qu'on ait besoin de bouleverser totalement une organisation. Donc on a un premier avantage, si vous voulez, sur le découpage possible des temps de formation et leur adaptation au rythme de chacun et au rythme de l'entreprise. On a une deuxième chose, c'est que les outils aujourd'hui sont, alors j'allais dire presque trop nombreux, parce qu'ils créent une question qui n'est pas tellement est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas, c'est dans la profusion de ce qui existe, où est-ce que je vais trouver et quel temps je vais passer à trouver ce qui m'intéresse. Je vais vous livrer une anecdote. Microsoft a racheté LinkedIn, et dans LinkedIn, ils ont trouvé un outil qui s'appelait Lynda, dans lequel il y a des ressources de formation en ligne, plus de 800, qui ont été mises à disposition de tous les salariés de Microsoft, dont on ne peut pas dire qu'ils aient un problème particulier de fracture numérique. Donc ils avaient plus de 800 ressources de formation dans tous les domaines, depuis le management, la conduite de réunion, les outils techniques, le web, le cloud, etc. Et au bout d'un an, Microsoft s'est aperçu que ces outils-là étaient très peu utilisés. Et donc on s'est posé la question de savoir pourquoi. Et les gens ont dit, mais parce que je n'ai pas le temps d'aller chercher parmi les 800 ce qui est adapté à mon besoin. Il faudrait que quelqu'un l'ait fait pour moi, l'ait identifié et puisse me dire, si c'est ça dont tu as besoin, voilà l'outil, le produit, mais que je n'ai pas à faire le tour de toute la base de données pour savoir ce qui sera le plus utile, le plus performant, et que je ne perde pas du temps à tester des outils qui ne seront pas adaptés, etc., etc. Donc si je suis dans une logique d'optimisation, de maximisation du temps, ça veut dire qu'il me faut quelqu'un qui m'aide à trouver les ressources et à identifier précisément les ressources qui correspondent aux besoins qui est le mien. Et donc le problème aujourd'hui va être moins peut-être de se demander si la ressource existe que d'identifier la bonne ressource parmi toutes celles qui existent pour résoudre la question que je souhaite résoudre dans mon entreprise, avec mes spécificités, pour mon activité, etc. Ensuite, je peux intégrer la formation au poste de travail. Je peux me former en situation. C'est la formation qui vient à moi, ce n'est plus moi qui vais en formation. J'importe la formation sur ma situation de travail et je peux immédiatement donc mettre en application ce qui garantit mieux la consolidation, l'appropriation des connaissances et leur transformation en compétences. Ce qui va m'inciter à le faire moi-même, et vous voyez tout à l'heure la statistique, hein, je retiens 90% de ce que je fais et 10% de ce que l'on me dit. Et puis, je peux avoir accès donc à des apprentissages qui, à l'intérieur de l'entreprise, pourraient être partagés, pourraient être mutualisés. Donc, on n'est pas aujourd'hui sur des questions de coût ou de spécificité qui soient rédhibitoires pour une TPE ou pour une PME, même en question de coût. C'est plutôt une question de sélectivité de l'offre qui est à notre disposition. Alors,
attention, alors attention pour vous qui suivez ce webinaire, mais attention aussi pour les salariés que vous voulez inciter à aller en formation. Il se peut que certains aient des représentations négatives de la formation et que le mot formation n'évoque pas tout ce que nous venons de partager ensemble et que l'on pourrait d'ailleurs étendre au-delà des quelques exemples que je vous présente. Attention aux représentations parce que c'est souvent ce qui fait frein. Et quand on va chercher un produit, si on va chercher uniquement dans le champ des représentations que l'on a, eh bien, on se restreint par avance dans une logique un peu malthusienne sur quelles sont les solutions qui s'offrent à moi. Alors, pour les technophobes ou ceux qui penseraient que le digital, vous voyez, quand on regarde les différentes formes de formation, vous avez ici un très bel exemple d'immersion. Alors dans le Lot, donc le Lot c'est un petit peu au-dessus de Cahors, dans le sud-ouest, où vous avez un couple britannique qui vous accueille et qui vous fait, outre déguster les spécialités du sud-ouest, qui vous fait une immersion en langue avec la reconstitution d'un environnement totalement britannique en plein cœur du sud-ouest, et vous allez pouvoir pendant une semaine faire des stages intensifs en anglais en l'occurrence, mais ce type de formule existe à peu près partout sur le territoire, y compris en région parisienne, où on peut s'immerger dans différentes langues en étant à une demi-heure de son domicile sans avoir besoin de traverser le monde entier, parce que vous allez avoir des hôtes qui ne vous parlent exclusivement la langue, des ressources qui sont mises à votre disposition, vous allez travailler exclusivement dans la langue, et tous les temps conviviaux, hors formation, vous permettront également de travailler toujours la langue. Donc c'est une immersion complète, sans que l'on ait besoin, et de se déplacer, en l'occurrence ici, là il faut quand même aller dans le sud-ouest. Alors Airbus envoie certains de ses salariés suivre des formations dans ce type avec ce type de pédagogie. Alors vous voyez que la formation peut ouvrir sur des horizons nettement diversifiés, et que dans ce domaine-là, si vous n'arrivez pas ou vous vous demandez si les produits existent, eh bien vous avez un partenaire naturel qui est AGFOS CGM, dont une des missions est aussi d'abord vous aider à formaliser vos besoins, à bien les comprendre, pour ensuite vous mettre à disposition des formations, des offres, des produits qui soient à la fois adaptés à vos objectifs, mais également aux modalités qui sont possibles compte tenu de vos conditions d'organisation, aux disponibilités financières que l'OPCA pourra vous apporter ou qui sont les vôtres, et aussi aux modalités d'apprentissage qui conviennent le mieux pour les salariés, parce que certains pourront être très à l'aise avec la technologie, d'autres ont besoin d'un environnement beaucoup plus accompagné, d'autres seront mieux formés s'ils le sont sur leur poste de travail, en situation de travail, parce que c'est un univers dans lequel ils maîtrisent et ils se sentent plus à l'aise que si on les transplante dans un milieu qui pourrait a priori leur paraître hostile, au moins au départ. Donc ces questions de pédagogie, ces questions de diversification des produits, de recensement des ressources qui sont disponibles, sont centrales pour développer la compétence de vos salariés. Bien. Là, dans l'immédiat, j'aurais bien eu envie d'aller m'immerger dans la piscine. Je ne sais pas si j'aurais appris l'anglais. Mais vu la chaleur qu'il fait dans notre salle... Si tu peux, le bon mot, c'est help. Bon, plusieurs choses là viennent d'être évoquées. Je ne sais pas si c'est révolutionnaire ou disruptif. En tous les cas, ça apporte des véritables changements quant à la manière d'apprécier l'action de formation. Changement d'unité de temps, d'unité de lieu, puisque je parlais des 4 dernières décennies, parce que c'est la loi qui avait... configurer l'action de formation dans une démarche présentielle, avec une pédagogie descendante, tu l'as évoqué, et dans un lieu distinct de l'entreprise. D'ailleurs, le législateur, en tout cas la direction générale de l'emploi et de la formation, indiquait même qu'une formation, ça devait peu ou prou faire 7 heures. C'était une unité de temps, c'était pour qu'une formation soit, comment dire, acceptable et donc imputable, éligible. Enfin bon, il y avait tout un format administratif qui encadrait l'action de formation. Il fallait que cette action se fasse en gros à l'extérieur, avec un pédagogue non issu de l'entreprise, sur une durée à minima de 7 heures. Et tout ça à encadrer
j'allais dire presque contraint, en tous les cas, l'action de formation telle que l'on l'a connue. Là, ce que tu évoques, Jean-Pierre, c'est on balaye. On balaye. Ça. Le programme devient individuel. On est bien sur les objectifs, en tous les cas, attendus de telle ou telle action, et pas sur l'objectif je pars en formation. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir en retirer. On est sur deux questions fondamentales. Quel est l'objectif professionnel que je veux atteindre et quel est le dispositif pédagogique le mieux adapté aux personnes qui veulent atteindre cet objectif-là, compte tenu de ce qu'elles sont, de ce qu'elles font. Et si on répond à ces deux questions, on n'a plus besoin de s'encombrer du reste. Ouais. Et effectivement, on peut avoir des réponses très courtes. Pour apprendre une fonction sur Excel pour faire un seul tableau, je n'ai pas besoin de faire 2 jours sur des outils bureautiques. J'ai retenu la notion de micro-granularité pédagogique. Oui. Ça veut dire que quelques minutes, finalement, peut-être pas une par jour, pourraient évidemment permettre d'acquérir de nouvelles connaissances et de développer ses propres compétences. Alors, tu fais bien de le souligner parce que, bien évidemment, on s'aperçoit qu'en matière d'acquisition, il vaut mieux peu de temps répété fréquemment qu'un gros laps de temps consacré à une formation. En clair, si je dois consacrer 5 ou 6 heures à me former, il vaut mieux que ce soit 1 heure par jour répétée plutôt que 6 heures en continu sur une même journée où les temps de perte d'attention sont considérables. On a abordé la fois dernière, c'est vrai, les obstacles au départ en formation. Et on avait évoqué évidemment les contraintes de production, les contraintes de l'entreprise, mais aussi les contraintes de vie privée. On n'avait pas abordé celle en fait de l'individu. Dans le format habituel des formations continues, on était peu ou prou très proche du cadre de formation initiale tel que chacun l'a connu à l'école. Et pour un certain nombre de salariés, d'individus, c'était renvoyé à des conditions qui étaient, comment dire, non pas porteuses d'échecs, mais peut-être de difficultés ou d'incompréhension, etc. C'est vrai que l'individualisation des parcours, le fait de pouvoir se former d'une manière autonome, à sa main, dans ses propres conditions, en fait, évacue toutes ces difficultés personnelles pour pouvoir permettre d'accéder à la connaissance et à la compétence. Alors, j'ai relevé aussi que la digitalisation, c'est un processus, en tout cas la numérisation, sont des processus qui sont largement implantés dans les industries graphiques depuis les années 80, notamment avec les premiers pas, à l'époque c'était la PAO, en tout cas tout le pré-presse a été embarqué par ces nouvelles technologies et depuis c'est l'entier de la chaîne graphique qui a été numérisé. Donc ce sont, comment dire, c'est un environnement que connaissent bien nos entreprises et leurs collaborateurs. Évidemment, on s'appuie sur cette connaissance et sur, non pas cette appétence, mais cette capacité, en tout cas, à maîtriser ces technologies aujourd'hui pour développer des formations qui sont digitalisées, alors, pas des formations qu'on va pouvoir trouver par ailleurs, hein, il y a beaucoup de didacticiels sur nombre de thèmes, mais il y a très peu de formations cœur de métier sur la conduite d'une machine d'impression, de finition, etc. Et donc là, la branche a engagé depuis plusieurs mois et avec l'aide de l'État, dans le cadre d'un engagement de développement des emplois et des compétences, la production de parcours digitalisés qui ont la vocation à être relativement courts, hein, puisque tu as expliqué qu'il fallait plutôt revenir plusieurs fois que d'être sur une longue durée. Donc des formats courts de 10 à 20 minutes maximum sur différentes thématiques extrêmement nichées qui correspondent aux besoins des entreprises et de leurs collaborateurs. Donc heureusement la branche s'est investie, a pris la main en tous les cas sur les nouvelles dimensions qui sont aujourd'hui, en tout cas qui accompagnent le développement des compétences à travers les différentes réformes de la formation. Tu as évoqué heureusement non seulement la loi 2014, mais surtout l'accord du 30 octobre 2015, qui avait élargi la notion d'action de formation, en tout cas dans le cadre de la branche et de ce qu'elle souhaitait soutenir. Ceci m'incite à relever une chose. C'est, je ne crois pas me tromper en disant que le législateur, d'une part,
élargi la notion de définition de l'action de formation, si tant est qu'il en reste une, et en même temps restreint d'une manière extrêmement importante le financement des actions sur la base des contributions légales. Quel est ton avis sur cette, j'allais dire, presque cette dualité? Je définis largement, mais je restreins le financement de la formation à travers les contributions. Ça pourrait sembler paradoxal, parce qu'effectivement, on ouvre largement le champ de la formation, et en même temps, pour accompagner les entreprises dans le cadre de la formation des salariés et de leur plan de formation, on a des restrictions financières. Alors en même temps, Bernard, soyons positifs, hein, je sais qu'il n'y a pas de problème pour ça de ton côté, le processus législatif n'est pas encore totalement abouti. Et nous avons eu encore la semaine dernière plutôt des bonnes nouvelles dans ce domaine-là, puisque, outre le fait qu'étaient sanctuarisés des financements pour les entreprises de moins de 50 salariés, ça, le gouvernement en a fait une priorité, donc il y aura des financements pour les plans de formation de ces entreprises. On a réintroduit un dispositif qui va s'appeler la professionnalisation en alternance, qui va permettre à tous les salariés déjà présents dans les entreprises en CDI de suivre des formations avec une aide financière dès lors qu'elles débouchent sur un titre ou une certification. Alors on a ce premier élargissement, on a toujours le dispositif conventionnel qui permet aussi d'accompagner les entreprises, donc on a une palette d'outils. On verra si on regagne un petit peu, par exemple, en marge de manœuvre, en allant au-delà de 50 salariés pour pouvoir accompagner des entreprises qui auraient 80, 100, 120, 150 salariés, parce que entre l'entreprise qui a 45 salariés et celle qui en a 60, il n'y a pas vraiment de différence fondamentale dans les problématiques de développement des compétences des salariés. Et tu parlais de la pré-presse et du choc qui est venu très vite, hein, de la numérisation sur la pré-presse serait intéressant. De se poser la question dans les entreprises, comment se sont formées les personnes qui ont assumé cette transition à un moment donné. Alors sans doute que certains ont utilisé la formation continue, ce qui d'ailleurs, sur le diagnostic qui a été posé un peu rapidement en début de réforme, que la formation en France n'était pas efficace, il faudrait peut-être regarder quand même toutes les transformations qu'elle a permis d'accompagner, mais peut-être aussi qu'il y a des gens qui ont été chercher des ressources mêmes, qui se sont auto-formés, qui ont appris en travaillant tout simplement sur ces outils-là, et qui a fait que les entreprises ont réussi à passer ce cap de transformation. Et donc, je vous encourage à avoir une vision large des modes de professionnalisation, et l'OPCA sera toujours capable, lui, d'aider à la fois à choisir les bons produits, les produits adaptés, et puis à trouver aussi les solutions d'accompagnement quand elles sont nécessaires. Ces modifications nous invitent évidemment nous-mêmes à élargir nos modalités d'accompagnement administrative et financière. Et ça, c'est une évidence. Tu l'évoquais notamment à travers le travail des conseillers formation qui, en entreprise, peuvent élaborer et commencer à apprécier ce qui pourrait être relevé dans le cadre du plan de formation et finalement soutenu par l'OPCA. Stéphanie, je suis trop lent pour voir les questions, mais peut-être qu'il y a-t-il des questions qui sont apparues au fil de l'eau durant la... Alors il y a une remarque de Chantal. Les représentations négatives sont aussi celles qui consistent à penser que la formation au centre n'est que transmissive descendante. La pédagogie inductive et non déductive mise en œuvre est précisément celle que vous décrivez en pédagogie inversée. Et oui, nous partageons cette remarque avec Chantal. D'autres questions? L'autre question, vous y avez répondu, c'était sur la durée minimum de la formation de 7 heures. Et si la réforme venait modifier ces Non, durées. bien au contraire, j'aurais une remarque complémentaire là-dessus. Nous aurons l'an prochain la monétisation du compte personnel de formation. C'est-à-dire que les salariés n'auront plus des heures, mais des euros. Il y a plusieurs raisons à ce changement, mais il y en a une qui est en prise directe avec ce que nous venons de dire, c'est que la formation ne se définit plus, ne se définira plus par sa durée. Et donc, si on met un budget à disposition d'un salarié, c'est pour dire, si vous avez besoin d'une formation, peu importe que ça dure 15 minutes, 30 minutes, 1 jour, 2 jours, ça doit durer ce qui est nécessaire pour vous amener à l'objectif, et ensuite ça a un prix. Mais le prix n'est pas inversement proportionnel nécessairement à la durée ou est décorrélé, et la formation, c'est pas qu'une histoire de durée. Alors, il ne faudrait pas gommer quand même le facteur temps trop rapidement,
Parce que, je le répète, le premier frein à la formation dans les entreprises de petite taille, c'est le temps. Donc il faut trouver le temps, mais par contre on peut avoir des durées courtes et répétées qui peuvent s'intégrer dans les organisations du travail et qui peuvent permettre peut-être plus souplement qu'avant de développer les compétences. Deux choses. La première, sur l'action de formation, on n'attend pas la réforme. Dès à présent, on est en mesure de financer en deçà de 7 heures, depuis de longue date. Il n'y a pas d'impératif à ce que l'action dure 7 heures pour qu'on puisse la prendre en charge. Et puis une autre chose, il n'y a pas de dualité, en tout cas d'opposition entre les différents formats pédagogiques, qu'ils soient présentiels ou en entreprise. Si ce n'est la construction adéquate finalement aux besoins et aux conditions qui vont permettre finalement d'acquérir ces nouvelles connaissances, ces nouvelles compétences. Donc il n'y a pas d'opposition entre les lieux, entre les modalités pédagogiques. Néanmoins, ce qui se passe, c'est qu'il y a une appréciation de la formation en entreprise. Il y a un sigle qui circule depuis quelques mois, c'est la FEST, la formation en situation de travail, qui doit se distinguer de la formation sur le tas, en tout cas celle qui n'est pas organisée. On a tout intérêt à entendre cette évolution de l'action de formation en entreprise, à travers une entreprise apprenante, mais j'allais dire dans une démarche organisée, structurée, clairement coordonnée et objectivée. Et en cela, je crois que ceux qui ont apporté les pédagogies depuis plusieurs années, notamment je pense aux organismes qui sont partenaires de la branche et qui ont soutenu le développement des certificats de qualification professionnelle notamment, et par incidence un certain nombre d'autres actions de branche seront, non pas les garants, mais en tout cas des constructeurs de solutions en entreprise. Pour que, si la formation doit se faire en entreprise, en tout cas on ait, j'allais dire, des bornes pédagogiques, des garants de la qualité de l'action de formation, et que finalement les objectifs soient clairement partagés entre l'entreprise et le salarié qui va y participer. Donc il n'y a pas, voilà, ces changements ne mettent pas en défaut, en tout cas nous on n'apprécie pas ces évolutions comme étant on balaie le passé et on fait table rase de tout ce qui a été fait et maintenant c'est chacun pour soi, on digitalise, on individualise et puis personne ne s'organise. Non, au contraire, ce sont des évolutions dont il faut accompagner la structuration. Et dans le cadre d'une politique de l'emploi et de la formation, je crois que, en tous les cas, il y a des garanties à maintenir pour que les compétences qui doivent accompagner l'évolution des entreprises et des technologies soient au rendez-vous des besoins à la fois des collaborateurs et des entreprises elles-mêmes. D'autres questions, Stéphanie ? On a une remarque de Luc. La réussite de la formation professionnelle ne dépendra pas que de cette énième réforme. Il faut réellement associer le salarié dans la co-construction du parcours de formation. Cela révèle de la politique managériale de l'entreprise. On ne peut pas donner tort à Luc. De toute façon, je crois que ça se superpose à ce que je viens d'évoquer. Et puis, c'est vrai que le rythme des réformes autour de la formation professionnelle s'accélère. En tous les cas, l'équidistance entre chaque réforme est de plus en plus restreinte. La prochaine, on ne sait pas quand. On va déjà essayer d'ingérer celle-ci et on verra quel indice de réussite elle apporte. Ce que dit Luc renvoie à un principe, c'est on ne forme pas les individus, eux seuls se forment et ils se forment s'ils y trouvent un intérêt. Donc si cette condition-là n'est pas remplie, effectivement, on peut toujours les envoyer en formation. Il y a peu de chances que les choses se passent. Une question de Mariana. Est-ce qu'une formation réalisée en e-learning a une incidence sur la qualité de la formation ? L'e-learning, c'est une modalité. Ensuite, il peut y avoir des contenus, des pédagogies, c'est pas parce qu'on fait à distance qu'en soi c'est une forme pédagogique. Je peux être à distance avec quelque chose de très magistral, parce que j'ai des ressources dont il faut que je prenne connaissance. Je peux à distance me voir demander de réaliser des choses et de les retourner avec un aller-retour et une interactivité beaucoup plus grande. On peut me demander de faire des productions, etc. Donc, ce à quoi il faut faire attention,
c'est que la distance peut rompre un petit peu le lien et le fil. On a beaucoup de formations à distance ou en e-learning avec des taux de réalisation qui sont très faibles. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens soit se découragent, soit laissent tomber, soit ne reviennent pas naturellement. C'est pour ça que les ressources en ligne et tout ce qui est distanciel nécessitent aussi un accompagnement qui n'est pas nécessairement un accompagnement de la part d'un formateur, qui peut être ce que certains organismes appellent un tuteur motivationnel, c'est-à-dire quelqu'un qui accompagne la personne, qui vérifie qu'elle respecte bien toutes les étapes, qui regarde aussi quelles sont ses difficultés, etc. Et puis, comme le disait Luc tout à l'heure, qui implique peut-être aussi un regard du management sur ce que fait le salarié, sur les compétences qu'il acquiert, et ce qu'il peut en faire dans le cadre de son activité, parce que des compétences qui seraient acquises dans le cadre de la formation, mais qui ne trouveraient pas de traduction, c'est-à-dire je me forme, mais je continue à travailler exactement de la même manière, c'est une formation inutile, tout simplement. Très bien. Stéphanie ? Bien, il nous reste à vous remercier. Bon, je salue Luc et Chantal que j'ai bien entendu reconnu. On se retrouve maintenant le 3 juillet. Le 2 juillet, pardon. Le 2 juillet pour un module de synthèse qui sera en pratique. Oui. Comment construire une action pertinente, efficace et qui reprendra les différentes thématiques qu'on a abordées au cours des 3 premiers webinaires et quelques autres également pour que vous disposiez de toutes les bonnes questions et tous les bons réflexes pour mettre en place des actions efficaces. D'ici là, on aura déposé cette conférence web sur notre site avec des questions et des réponses qui ont pu être abordées. Voilà tout. Il nous reste à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt. Merci de votre participation. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.